Salut les sportifs, c'est Hermano, vous êtes sur le podcast de Nakan et je suis très heureux de vous recevoir pour ce deuxième épisode de notre podcast, deuxième épisode de la seconde saison. Alors évidemment, un podcast de Nakan ne serait pas un podcast de Nakan sans Monsieur Nakan.ch. Salut Greg. Salut Hermano. Bienvenue pour ce deuxième épisode de la deuxième saison. Ça fait beaucoup de 2 quand même aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est le 2 du 2 diffusé en février. Ça fait beaucoup de 2, ouais. Et puis pour rajouter un 2, moi je propose qu'on reçoive un invité, le premier invité de cette deuxième saison, mais ça reste le deuxième épisode. Donc salut à toi, le deuxième de la saison. Salut Guillaume. Salut Hermano. Messieurs, aujourd'hui, je vous propose que l'on aborde le sujet des entraînements et plus particulièrement des différentes plateformes qui vous permettent soit de suivre votre entraînement, ce qui est un sujet qu'on a peut-être déjà un peu abordé sur la première saison, mais en tout cas de vous préparer au mieux. Donc les plateformes de coaching, voire même les entraîneurs diplômés qui vont vous proposer un entraînement personnalisé. Est-ce que ça vous va comme sujet globalement ? Bah non, je comprends pas du tout pourquoi on traite de cette thématique dans cet épisode. On ne devait pas parler de cuisine thaïlandaise, non, ce soir ? Non, je pense que ce sera plutôt un sujet qu'on abordera avec notre grand consultant suprême, mais nous n'allons pas spoiler le reste de la saison, n'est-ce pas, Greg ? Non, c'est vrai. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer à donner la parole à notre invité, qui est, je pense, bien nommé pour parler de ce sujet. Guillaume, le micro est à toi. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais dans la vie et, tant qu'on y est, le service que tu proposes. Bonsoir à tous. Pour moi, la course à pied, ça fait partie, c'est ma plus grande passion. Donc, j'ai commencé à courir à l'âge de 10 ans à l'école primaire. J'avais remporté un cross scolaire. Et puis après, petit à petit, je me suis pris au jeu avec mon frère jumeau Romain. On avait une vraie rivalité gémellaire. Et du coup, ça nous a bien boosté. Et j'ai eu le rêve, quand j'étais jeune, d'un jour intégrer l'équipe de France d'athlétisme. Et à force de persévérance, à force d'années de pratique et d'entraînement, j'ai réussi à vivre ce rêve, puisque j'ai intégré l'équipe de France sur 1500 mètres lors des Jeux de la francophonie. Donc, j'ai couru 1500 mètres en 3,38. J'ai également fait les championnats du monde universitaires. Et du coup, en fait, j'ai passé un cap en fait, dans l'entraînement et dans ma pratique, en intégrant l'INSA de Lyon, qui est une section sportive de haut niveau dans une école d'ingénieurs, et qui m'a permis de m'entraîner plus sérieusement. Donc, je me suis entraîné jusqu'à 12 fois par semaine, plus de 140 km. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je vis pleinement de ma passion, puisque j'ai créé un service de coaching pour les coureurs qui s'appelle Run Motion Coach, suite à une expérience que j'ai eue au MIT sur la prédiction de performance en course à pied. Alors, je voudrais pas dire, mais pour ceux qui nous écoutent en podcast, ils n'entendront pas. Mais en tout cas, regarde. Je te fais honneur, n'est-ce pas ? Alors, je décris la situation, je vais faire de l'audio-description. Hermano se lève de sa chaise dans sa cave, là où il est en train d'enregistrer le podcast à distance avec nous, et puis dévoile la grosse inscription MIT qu'il a sur son sweatshirt gris à capuche. On dirait un loupard qui va bientôt sortir dans les rues sombres de Luxembourg pour aller faire régner la loi, mais voilà. Je te remercie pour le loupard, j'ai pas mis la capuche quand même. Bon, tu l'auras reconnu, c'est juste les t-shirts qu'on achète au magasin souvenir du MIT. J'ai pas la prétention de dire que j'y suis passé pour étudier. En tout cas, moi aussi, j'ai un t-shirt de course à pied avec un ours, le Runners Republic, en hommage au drapeau de la Californie. Donc, je crois qu'on est raccord. On est raccord, nickel. Écoute, beau profil, beau parcours. Donc, pour rester un petit peu sur cette locution latine dont une marque américaine a fait le nom de ses chaussures au début, une tête saine dans un corps sain. C'est pas une marque japonaise plutôt qu'américaine ? Ouais, c'est vrai. Autant pour moi, plutôt japonaise, effectivement. Donc tu nous as dit grandes études, sportif, qui a réussi à mener de front les études et le sport. De belles références au niveau de l'équipe de France sur 1500 mètres. Alors, il faudra quand même que tu nous expliques après. Notre podcast, il est quand même aussi orienté endurance et sport, notamment running. Il faudra que tu nous expliques comment est-ce qu'un coureur de 1500 s'entraîne jusqu'à 140 bandes par semaine. Mais ça, ce sera l'autre partie du podcast. Moi, il me semblait qu'on courait beaucoup quand on faisait
des grosses distances. Mais bon, ça c'est peut-être ma vision du sportif lambda. Encore peut-être une idée reçue. C'est ça. Et c'est un peu l'objectif de notre podcast, c'est de casser toutes ces idées reçues. Bref, donc, grandes études, sport, et du coup, tu as lancé un service qui se spécialise dans la diffusion d'informations sportives et plus spécifiquement de coaching personnalisé, c'est ça? Alors oui, effectivement, Run Motion Coach, c'est une application de coaching qui permet aux coureurs d'atteindre leurs objectifs, donc avec 2 parties qui permettent d'avoir un plan d'entraînement sur mesure à partir de l'expérience du coureur, à partir des informations qu'on a sur lui, sur ses objectifs. Et puis, ça nous permet aussi, on se base aussi sur des bases scientifiques avec le modèle de prédiction de performance que j'ai créé au MIT, au CNRS, pour donner les bonnes allures d'entraînement. Et du coup, en fait, ce service, il est né lors d'un footing avec mon frère jumeau Romain. On est parti du constat qu'on avait de plus en plus de proches qui demandaient des conseils dans leur pratique. Comment est-ce que je fais pour courir mon premier marathon? Comment est-ce que je fais pour passer sous les 40 minutes au 10 km? Et en fait, c'est en leur donnant quelques petits conseils, on a vu qu'ils progressaient rapidement. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer un service qui se matérialise aujourd'hui sous la forme d'une application mobile. Génial. Greg, est-ce que tu as déjà des questions sur cette première partie? Préparez-vous pour les 2 prochaines heures. C'est pour la sortie longue du dimanche. Non, mais il y a déjà plein de choses qui ont été évoquées. Il y a quelque chose qui m'interpelle plus particulièrement dans ce que tu viens de dire, c'est la bonne allure. Comment est-ce qu'on calcule la bonne allure pour un coureur amateur qui désire s'entraîner par exemple pour un semi-marathon ou un marathon? Alors, le modèle qu'on a créé, en fait, ça se base sur les résultats des courses passées du coureur. Donc, plus on a de courses, plus on a une large palette de courses. Donc, par exemple, si on a déjà un 10 km et un semi-marathon, ça nous permet d'estimer la VMA du coureur et aussi de calculer son endurance. Puisque pour calculer l'endurance d'un coureur, le seul moyen qui existe, c'est de se baser sur ses résultats de course. Et donc, à partir de ce 10 km et de ce semi-marathon, on peut par exemple prédire un chrono sur marathon. Alors, messieurs, juste avant qu'on continue, même si on l'a déjà dit et on renvoie nos auditeurs vers les premiers épisodes, les épisodes de la première saison, très rapidement, décrire ce que c'est que la VMA. Alors, la VMA, ça signifie vitesse maximale aérobie. Donc, il y a différentes études qui ont montré que la vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse qu'on est capable de tenir entre 4 et 7 minutes à fond, sur une vitesse constante. Donc la VMA, c'est en quelque sorte la puissance maximale, c'est en quelque sorte la capacité du moteur d'un coureur. Si on fait l'analogie avec une voiture, c'est la puissance du moteur. Ok, donc on est d'accord, la VMA, c'est vraiment la vitesse maximale aérobie qu'on peut tenir pendant X minutes, et ça n'a rien à voir avec la vitesse maximum qu'on pourra atteindre si on court un 100 mètres ou un 200 mètres. Ouais, si tu cours un 100 mètres à fond, oui, j'espère pour toi, Hermano, que tu vas courir à plus de 100% de ta VMA. Alors, sinon, c'est que tu as un petit problème d'endurance. Non, mais je tiens à le préciser parce qu'il y a certains auditeurs qui nous écoutent et qui nous reviennent parfois en nous disant « mais je comprends pas, j'ai une VMA qu'on me dit à 15, pourtant j'arrive à courir à 20 sur un 100 mètres. » Oui, on est bien d'accord, c'est pas la même chose. La vitesse maximale à aérobie et la vitesse maximale que l'on peut atteindre sur une course. Non, en fait, ce sera la même chose que pour une personne qui fait le 100 mètres en 4 minutes. Ok, désolé pour cette interruption, mais je pensais qu'il était nécessaire de rappeler ça à nos auditeurs. Je vous laisse continuer. Donc, on était en train de parler de données. Donc, si j'ai bien compris, ce qui va vous permettre, vous, de modéliser votre plan d'entraînement, ça va se baser principalement sur ce qu'on appelle maintenant très à la mode la big data, donc l'analyse des données précédentes de nos coureurs. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, ça, c'était le modèle qu'on a mis en place. Il a été validé sur des milliers de coureurs, puisqu'on a accès à des bases de données de milliers de coureurs, notamment sur le site de la Fédération française d'athlétisme ou sur le site de la Fédération britannique. Et donc, on a analysé des milliers de coureurs, des milliers de résultats sur des milliers de coureurs, sur des distances allant du 800 au marathon. Et en fait, il y a 2 types d'endurance. Il y a une endurance sur les courtes distances, donc ça va être principalement des courses en dessous de 6 minutes, et une endurance sur les courses de longue distance au-dessus de 6 minutes. Et donc, quand on est un coureur sur route, on va surtout privilégier l'endurance longue distance, puisqu'on a très peu de références sur des courses comme le 800 et le 1500 mètres. Et donc, l'idéal, nous, pour notre modèle, c'est d'avoir des résultats sur une large palette allant du 800 au 10 km, ce qui est parfois, ce que peu de coureurs réalisent finalement, parce que quand on est un coureur de demi-fond, on est souvent focalisé sur le 800 et 1500 mètres. Nous, on peut courir aussi en début de saison des courses comme le 3 km ou 5 km.
et qui permettent donc d'avoir l'ensemble des paramètres, les 4 paramètres qui sont issus du modèle. Mais après, pour des coureurs sur longue distance, comme 10 km, semi ou marathon, on peut avoir quand même les 2 paramètres principaux qui permettent de déterminer de prédire des performances pour les longues distances. Alors Greg, je sais que tu adores les chiffres, tu adores les stats, tu adores les analyses. Alors vas-y, fais-toi plaisir. Mais en fait, tu sais très bien, Hermano, que j'adore les algorithmes, mais que dans ce podcast, depuis qu'on a commencé à enregistrer des émissions, les conclusions sont à chaque fois « ne vous fiez pas aux algorithmes ». C'était la conclusion de notre tout premier épisode quand même. Donc en fait, maintenant, la question que j'ai envie de poser, c'est... parce qu'on le sait, je veux dire, un coaching personnalisé avec un humain sera toujours plus performant qu'un plan d'entraînement généré par le meilleur algorithme. Par contre, un plan d'entraînement généré avec un bon algorithme sera meilleur qu'un plan d'entraînement imprimé dans un magazine puis qui sera applicable à tout le monde. Donc maintenant, de discuter un petit peu plus concrètement à qui et quel coureur exactement s'adresse ce genre d'application, parce qu'il y a la tienne, mais il n'y a pas que la tienne, il y a aussi des plans adaptables sur d'autres applications ou d'autres services. De savoir un petit peu quelle est la limite de ces plans et de ces algorithmes pour la progression d'un athlète. Parce que j'imagine qu'Eliud Kipchoge, tu en parlais tout à l'heure, lui, il ne fait pas confiance à des algorithmes pour essayer d'aller casser sa barrière des 2 heures sur un marathon. Alors, je pense qu'on est complémentaires en fait avec les coachs physiques et puis nous les applications mobiles on est très complémentaires puisque les coachs physiques il y a aussi quelques limites puisque le coach physique il peut avoir un maximum je pense pour faire du travail de qualité il faut avoir un maximum d'une 30aine d'athlètes. Au-dessus c'est compliqué d'avoir de suivre pleinement un coureur. Donc je pense qu'on peut répondre à ce besoin-là d'accompagnement notamment au sein des clubs puisque aussi moi, je vais prendre l'exemple de quelques clubs en Haute-Savoie. Finalement, quand on est un coureur en 35 minutes au 10 km, il ne reste pas forcément les clubs, puisque pour eux, les clubs sont souvent intéressés par la haute performance. Et donc, des applications comme la nôtre, nous, on s'adresse à tous les coureurs. On ne fait pas de distinction entre le coureur débutant et le coureur de niveau national. On s'adresse à tout le monde. Et c'est aussi pourquoi on a voulu créer RoundMotion, c'est permettre à chacun de s'épanouir par la course à pied. Et donc via nos algorithmes, là je pense que par rapport aux allures qu'on donne aux coureurs, on est parfois beaucoup plus précis que les coachs physiques, puisque nous on se base sur un modèle qui prend aussi en compte l'endurance, puisque quand on va dans les clubs, souvent on va vous demander votre VMA, vous allez avoir le tableau de correspondance entre la VMA et une série de 400 mètres, par exemple ça va être... une série de 10 fois 400 mètres, vous allez avoir ce tableau-là. Et nous, en prenant ce paramètre en plus, qui est l'endurance, on est plus précis dans ces calculs d'allure et sur les allures qu'on donne pendant les séances. Mais est-ce que ça veut dire qu'ensuite, le plan d'entraînement, il est vivant ? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais envoyer des données d'entraînement de mes séances, au fur et à mesure que je vais les télécharger dans l'application, est-ce qu'il va recalculer en fonction des résultats des dernières séances pour affiner le plan qui vient ensuite ? Ou alors il le définit au départ, un bloc marathon de, je sais pas, 16 semaines ou je sais pas combien, et puis ce bloc, il est immuable, même si je fais énormément de progrès au début, puis tout d'un coup un peu moins, puis d'un coup de nouveau des progrès, est-ce qu'il va s'adapter au fur et à mesure ? Souvent, on entend parler de plan d'entraînement figé. Souvent, c'est sur 8 semaines sur marathon ou 12 semaines. Donc, il faut absolument commencer 8 semaines avant ou 12 semaines avant. Et nous, en fait, on va rentrer l'objectif finalement dès qu'on peut. Si on a un marathon dans 20 semaines, on va d'abord commencer par un bloc plutôt sur une distance inférieure, donc de type 10 km ou semi-marathon. Et on va attaquer ensuite la prépa marathon à proprement parler. Et en fait, le coureur va nous faire part, donc là dans la nouvelle version qu'on vient de sortir, le coureur va nous faire part chaque semaine de son état de forme pour potentiellement, si jamais vous avez une petite blessure, si jamais vous avez un état de fatigue, on va venir modifier le plan d'entraînement pour ne pas rajouter de la fatigue supplémentaire. Et donc ça, c'est aussi une donnée importante. Et notre spécificité aussi avec RoundMotion, c'est qu'on donne des conseils après chaque séance sous forme de chatbot, sous forme de discussion avec le coach. Et donc, ça nous permet aussi de faire passer des messages au coureur, lui dire, par exemple, de soigner la récupération, de lui donner quelques clés comme quand on fait des séances d'endurance fondamentale, de finalement, nous, ce qu'on dit, c'est courir le plus lentement possible.
Je sais que vous êtes fan de l'endurance fondamentale, moi aussi. Et du coup, ouais, c'est par ces conseils-là, en fait, c'est aussi faire prendre conscience au coureur d'écouter son propre ressenti. Et puis de savoir écouter son corps. Bon, malgré tout, moi je me permets de revenir sur la question de Greg, en tout cas telle que je l'ai comprise, c'est-à-dire est-ce que plus tu vas uploader de données dans le cadre de ton entraînement, plus ton programme va évoluer. Tu le disais tout à l'heure, pour illustrer ton propos, tu disais que quelqu'un qui court actuellement un marathon en 3h30 et qui veut se préparer à courir un marathon en 3h15, il va falloir ajuster son plan d'entraînement, ou du moins soit l'intensité de ses séances, soit le nombre de séances, soit la durée de ces séances. Enfin, voilà, il va falloir ajuster ces entraînements. Est-ce que plus on va uploader de séances dans votre application et plus on va pouvoir ajuster le niveau de la préparation de notre athlète pour soit qu'il atteigne un objectif identique à celui qu'il avait avant en comptant une blessure ou autre, soit qu'il atteigne l'objectif qui s'est fixé, exemple notre coureur qui court actuellement 3,30 et qui voudra aller sur 3,15? Alors là, on vient d'intégrer, en fait, on récupère maintenant les données des montres GPS, donc de Suunto, Polar et Garmin, et également de Strava. Donc là, aujourd'hui, on n'analyse pas encore pleinement, on ne fait pas encore vraiment d'adaptation par rapport au plan en fonction de la dernière séance, par exemple. Mais ça va venir à partir des données qu'on va récolter. L'idée, c'est dans un horizon de 2 ans, d'inclure pleinement ça pour recalculer le programme en temps réel. Alors après, par contre, moi qui ai plus de 15 ans d'expérience en course à pied, finalement, quand on réussit pas une séance, c'est pas non plus la fin. Il y a plein de raisons possibles. Ça peut être un état de fatigue passager, ça peut être ne serait-ce que le vent, les conditions météo. Et ça, par exemple, avec les données qu'on récolte, on peut pas savoir si le coureur n'a pas réussi sa séance parce que c'est à cause des conditions météo. On peut pas savoir. Enfin, il y a beaucoup de limites dans le. Enfin, ce qui est important, c'est d'avoir des données de qualité. Et en fait, ces données, même si le GPS est de plus en plus précis, on a globalement des bonnes datas, mais il y a des facteurs extérieurs qui peuvent expliquer des séances moins bonnes. Et du coup, ça, on peut pas encore pleinement le prendre en compte. Et finalement, c'est la limite. Ça demande un travail d'analyse que même finalement les fournisseurs de montres GPS avec leur hardware qui est très poussé, quand Garmin donne le score de VO2 max, par exemple, c'est pas non plus toujours très très précis. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, nous, on est aussi tributaire de ces données. Et puis, je pense qu'une séance qui n'est pas réussie, c'est pas la fin du monde. Moi, par exemple, quand j'ai fait mes 2 premiers marathons, j'ai été malade pile 10 jours avant. Si tu te focalises trop sur la séance que tu as ratée, tu vas te dire je vais pas être capable de faire mon marathon, et puis au final j'ai fait des super courses ce jour-là, quoi. Ce que je vous propose aussi, c'est peut-être de recentrer le débat. On avait dit qu'on parlerait un petit peu des assistants d'entraînement, que l'on parle des coachs physiques ou que l'on parle des plateformes. Donc on a bien parlé de Run Motion Coach. Greg, est-ce qu'on peut faire rapidement un tour d'horizon, en tout cas de ce que tu connais toi, des différentes plateformes qui aident à l'entraînement? Et là on ne parle pas de coach physique, mais vraiment de plateformes soit basées sur de l'entraînement, sur de l'algorithme, ou alors même des plateformes qui proposent des plans d'entraînement plus ou moins standards suivant le type d'objectif que tu te fixes. Oui, alors dans les plateformes qui vont venir avec les montres qu'on va acheter, que ce soit Garmin Connect, Suunto, Polar, en général, on trouve des entraînements tout prêts pour se lancer avec sa montre, ou alors avec directement un espèce de coach virtuel dans sa montre qui va dire, en fonction des séances qu'on réalise, la prochaine séance, vous devriez faire ça. Dans Garmin Connect, par exemple, on trouve des plans tout prêts où on va dire, mon objectif, c'est un semi-marathon, je peux consacrer tant d'heures d'entraînement par semaine, ou j'ai envie d'avoir tant de séances d'entraînement par semaine, et puis lui automatiquement il va planifier un entraînement, alors qui sera pas hyper personnalisé, mais par contre la montre connaît au fur et à mesure qu'on l'utilise les zones de fréquence cardiaque, les zones de vitesse, etc. Donc il sera adapté à minima aux coureurs. Je pense que c'est des solutions qui conviennent très très bien pour un coureur débutant qui se dit maintenant mon premier objectif en course à pied, c'est de finir un 10 km. Je pense que là il prend pas de risque à faire un programme comme celui-là. Après, le coureur qui court le 10 km en 30 minutes puis qui veut passer en 28, je pense que c'est pas la solution qu'il va devoir utiliser.
Ensuite, on a d'autres plateformes qui sont un petit peu à mi-chemin entre ça et puis le coach physique personnalisé. C'est les coachs qui proposent des plans d'entraînement, donc entre guillemets sur mesure, hein, mais qui sont applicables à beaucoup d'athlètes. On en trouve dans les librairies, par exemple, d'applications comme Training Peaks, où on va pouvoir acheter un plan d'entraînement. Alors là, c'est déjà un investissement, parce qu'il faut l'acheter, parce que c'est un coach qui l'a fait, qui l'a élaboré, mais il ne l'a pas élaboré pour une seule personne, il l'a élaboré pour plusieurs athlètes différents. Disons qu'il l'a élaboré pour un profil d'athlète. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, il y aura le profil « Je cours déjà depuis 5 ans, mais maintenant, j'ai envie de cartonner sur semi-marathon. » Voilà, il y a un plan spécifique sur X semaines qui est disponible par le coach XY. On peut l'acheter. Et puis ensuite, quand on va mettre ces données dedans, c'est un petit peu comme l'algorithme dont Guillaume parlait tout à l'heure de son application. On va lui mettre le temps qu'on vise. On va lui mettre notre meilleur temps dans le semi-marathon qu'on a fait jusqu'à maintenant, et puis lui va un petit peu mathématiquement mesurer la progression qu'il y a à faire et puis adapter les séances d'entraînement à ce niveau-là. Et puis après, il y a des programmes d'entraînement en ligne, mais où il y a des coachs physiques derrière, alors qui s'aident d'algorithmes. Hein. Je pense que, comme le disait tout à l'heure Guillaume, un coach peut pas gérer 300 athlètes entièrement manuellement et en faisant du suivi personnalisé. Par contre, je pense que toutes les 2 semaines, un retour d'information d'un athlète, et puis juste vérifier que le plan est toujours en adéquation, et puis baisser de tant de pourcents peut-être les objectifs si ça va pas, ou l'augmenter un petit peu si ça va bien. Voilà, c'est à mi-chemin entre l'algorithme et puis quand même l'intervention humaine derrière en fonction du ressenti. Donc on trouve vraiment de tout, hein, et on le disait en introduction, quand on préparait cet épisode juste avant de commencer l'enregistrement, il y a encore plein de gens qui préparent un marathon. On parlait du marathon de Paris, il y en a probablement d'autres qui vont acheter Running Mag dans leur vendeur de journaux, et puis qui prend le plan qui est en page 41 où voilà, il y a une préparation en 12 semaines pour le marathon de Paris idéal, et puis voilà, il y a des gens qui préparent des marathons encore avec ça. Et alors là c'est vraiment l'opposé de la personnalisation ultime du test, du plan. C'est vraiment le plan qui s'applique aux masses, quoi. Donc on peut être sûr d'une chose, c'est que ce plan il va pas nous convenir. Disons que peut-être, comme tu le disais en intro de ce sujet-là, il conviendra peut-être à un coureur débutant qui veut courir un 10 ou un semi ou un marathon parce que il y a eu un pari après une soirée un peu trop arrosée. Par contre, il conviendra pas à celui qui se fixera un objectif, et surtout un objectif de performance particulier. Oui, voilà. Peut-être que le type qui vise la ligne d'arrivée, il va y arriver avec ce plan. Mais bon, il y serait aussi, à mon avis, très bien arrivé sans. C'est marrant, j'ai pas entendu parler du royaume de qui a la plus grosse, cette fameuse application qui commence par un S, qui est plutôt avec des couleurs dominantes orange. On en a parlé un peu tout à l'heure. Eux aussi, ils proposent un système de planification ou d'entraînement plus ou moins personnalisé, parce que je me rends compte à chaque fois que je rentre mes notes d'entraînement qui me demandent quel était mon ressenti, est-ce que c'était fort, pas fort, très fort, difficile et autres. J'ai un petit peu déconnecté de Strava, je dois bien te dire, parce que voilà, cette application, à mon avis, c'est l'ennemi numéro 1 de celui qui s'entraîne sérieusement. Voilà, avec des coms, des coupes, des médailles de numéro 1, et puis des warnings de partout. Attention, la prochaine fois, si tu mets 15 secondes de mieux, t'auras fait mieux que ton collègue, machin. Finalement, ça ruine toutes tes séances d'entraînement. Enfin, voilà. Strava, pour moi, c'est assez le Facebook du sport. C'est d'aller mettre un like sur le mec qui a couru 18 km, mais pour moi, ça s'arrête un peu là. Enfin, voilà, c'est devenu un peu du sport trash. Je vois que ça te fait réagir, Guillaume. Moi, je vais rien dire, parce que des fois aussi, je pars à la chasse aux coms. Donc, je sais que là, autour de chez moi, entre Clément et Chambéry, j'en ai pas mal. Donc, je vais rien dire là-dessus. Bon, mais après, ça peut être une partie de l'entraînement. Au lieu d'aller faire une séance de fractionné, on part à la chasse aux coms. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des fois de se dire, OK, là, je sais qu'il y a une côte à côté de chez moi, vu que j'habite au pied de la Dent du Chat. Des fois, il y a une côte de 3 minutes, donc je me dis, tiens, à la fin de mes 10 fois 25 secondes, tiens, je vais partir sur cette côte de 3 minutes, et puis au final, ça fait un petit rappel de séance lactique qui au final, qui est plutôt bien. Ouais. Donc, ouais, faut pas que ça reste l'objectif, mais ça peut rendre l'entraînement un peu plus ludique. Et en tout cas, moi, je me rends compte que c'est avec quelques coureurs débutants autour de moi. L'avantage de Strava, c'est que le fait de montrer aussi à ses amis ce qu'on réalise à l'entraînement, ça peut être aussi une source de motivation.
de recevoir des coups d'ose. Et moi, ce que je vois, c'est que les coureurs, en tout cas plutôt débutants, ou en tout cas qui n'ont pas forcément des objectifs très réguliers, ils ont besoin de motivation. Et donc, nous, en tout cas, dans l'application Run Motion, on aborde cette motivation sous forme de discussion avec le coach. Et en fait, on se rend compte que le plan d'entraînement, c'est une chose, mais il faut réussir à le suivre. Et tout ce qu'on peut rajouter autour pour avoir de l'assiduité et puis réaliser ces séances régulièrement, c'est aussi un gros plus. Et donc, nous, maintenant, on peut aussi choisir la personnalité du coach, si on veut un coach positif, autoritaire ou philosophe, en fonction de ses propres motivations. Ouais, c'est super. Plus on avance dans l'épisode et plus je me dis qu'il va peut-être falloir tester cette application. En tout cas, tu nous vends du rêve, Guillaume, et je te remercie. Malgré tout, pour essayer d'être comment dire, dans le contradictoire, je dirais que finalement, vous avez un peu réinventé le club sportif, parce que cet esprit d'émulation qui fait que la motivation qu'on va chercher quand on va courir à plusieurs, se tirer un peu la bourre tout en restant quand même dans l'objectif que nous a fixé le coach du club, le fait d'avoir un coach qui va être plutôt autoritaire ou plutôt sympa, en tout cas qui va quand même te motiver un petit peu à revenir à l'entraînement du club, voire même te proposer une séance un peu plus personnalisée si tu veux aller plus loin que les 2 ou 3 séances proposées par le club. Vous réinventer en fait le bon vieux club d'athlétisme? En fait, je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut s'adapter au mode de vie de chacun. Finalement, les clubs, souvent, ça va être l'entraînement le mardi entre 18h et 20h. Je pense qu'un peu partout en Europe, tous les mardis, sur un stade, on voit des coureurs, on voit un groupe d'athlétisme. Tous les mardis, tous les jeudis, et puis souvent c'est le samedi ou le dimanche matin. Et en fait, aujourd'hui, le mode de vie de chacun est un peu différent. On a des contraintes, et au final, le fait de pouvoir s'entraîner tout seul, c'est aussi une force par rapport à ça, de pouvoir s'organiser comme on veut. Et ouais, finalement, chacune des solutions en fait convient. Si des coureurs, moi-même, je vais courir dans un club parce que je trouve une émulation, donc j'y vais au moins une fois par semaine. Et au final, si on peut avoir une pratique, chacun en fait a la pratique qui lui convient le mieux, quoi. Et puis après, je pense que aussi pour les clubs, un des inconvénients, c'est qu'on rentre aussi souvent dans la comparaison. Et pour des coureurs qui sont peut-être aussi en surpoids, ou des coureurs qui sont débutants, c'est pas toujours très facile non plus d'aller dans un club de running. Messieurs, on a beaucoup parlé de course à pied finalement. Malgré tout, sur Nakan, les 2 animateurs sont triathlètes. Enfin, en tout cas, il y en a un qui est triathlète et l'autre qui aimerait bien le redevenir. Est-ce que... pour ce qui est de la préparation physique, des plans d'entraînement, est-ce que les plateformes que tu as citées tout à l'heure, Greg, tu sais si elles s'appliquent aussi justement au triple effort, voire même à d'autres sports, où on reste quand même cantonné sur un mode un peu plus simple? Et puis, pour faire le parallèle, je te poserai la même question, Guillaume. Est-ce que votre application, elle se destine plutôt aux coureurs ou à d'autres sportifs plus larges, ou même est-ce qu'elle viendrait, par exemple, en complément, préparer un triathlète sur la partie course à pied, et il devrait, lui, se débrouiller pour trouver un entraîneur côté natation et vélo? Oui, première partie de la réponse. C'est clair que sur des applications grand public que fournissent Garmin, Suunto, Polar, etc., on va pas trouver de plan spécifique pour le triathlon, encore moins sur du longue distance. Par contre, sur Training Peaks, c'est quelque chose qu'on trouve, des plans d'entraînement spécifiques pour les triathlètes. Bon, franchement, la personne qui veut utiliser un plan d'entraînement pour performer sur du triathlon ou de l'Ironman, j'aurais quand même tendance à dire que là, les algorithmes, on dépasse les limites des algorithmes et qu'il faut un coach. Merci, Greg. Et du coup, Guillaume, même question pour toi. Déjà, est-ce que votre application, elle se destine aux multisportifs, ou est-ce que c'est éventuellement quelque chose que vous envisagez pour plus tard? Alors aujourd'hui, on est focalisé sur la course à pied. On peut quand même aussi choisir, si on veut faire des activités d'endurance, par exemple en vélo ou en ski de fond, on peut l'indiquer. En fait, moi je pense que aussi dans ma pratique, je fais aussi maintenant du trail, et autant avant je faisais que de la course à pied quasiment, et en fait maintenant je suis de plus en plus convaincu que même pour du semi-marathon ou du marathon, le fait de faire du ski de fond l'hiver, de faire du vélo l'été, je pense que c'est hyper complémentaire. Ça développe toutes les qualités d'endurance, notamment quand les coureurs ont tendance à aller trop vite en footing. C'est vrai que le vélo ou le ski de fond, ça permet de faire l'endurance fondamentale.
Et donc, ouais, on est en train de réfléchir pour intégrer aussi de la PPG, par exemple, pour avoir quelque chose de plus complet pour le coureur. Et puis, notamment pour le trail, on peut aussi rajouter un peu de musculation. C'est vrai que c'est bien sur marathon et sur trail, finalement, le facteur le plus difficile, c'est quasiment l'aspect musculaire. Donc, pour être prêt, effectivement, il y a toute une préparation physique aussi à réaliser. Et donc ça va arriver. On va enrichir le contenu au fur et à mesure. Et puis pour le triathlon, peut-être en 2021. Mais on va déjà se focaliser sur le running, ce sur quoi on est passionné et ce sur quoi on a notre expertise avant d'aller sur d'autres sports. Et puis après aussi, pour revenir sur les coachs, finalement aussi, les coachs, ils appliquent, dans leur tête, ils appliquent des propres algorithmes. Ça, c'est possible de le mettre en musique sous forme de langage informatique. Et après, il y a toujours des cas particuliers, mais en tout cas, je pense que dans 90% des cas, il y a moyen de faire quelque chose de très très bien. De remplacer tous les coachs de la Terre par quelques lignes de code. Ce sera la citation de l'épisode. En fait, je trouve que c'est assez proche du médecin généraliste, c'est-à-dire que le médecin généraliste doit avoir 90% de rhume à la période printanière et hivernale, et puis les 10% qui restent, ce sont des cas particuliers. Donc pour nos coachs, on va être pareil, on va avoir 90% d'algorithmes où c'est quasiment semblable suivant les sportifs, et puis une petite partie où ça va être beaucoup plus personnalisé avec un sportif qui va avoir un handicap, un sportif qui va avoir une difficulté particulière, un sportif qui va être blessé, où il va falloir adapter son contenu, son entraînement, non ? Oui, puis après aussi, c'est quand il y a des objectifs qui sont multiples, quand on a beaucoup de courses aussi dans une saison, c'est vrai que rien ne remplace, quand on a 10 courses par exemple, parfois un petit peu trop. C'est vrai que là, par contre, c'est quand même bien d'avoir un coach qui va veiller à la récupération entre chacun des blocs. Mais en tout cas, quand on a 2-3 objectifs par an, je pense que ce qui est la majorité des coureurs, ça se fait assez bien. Et puis aussi peut-être à raisonner l'athlète. Le coach, il est peut-être là aussi pour ça. Un plan d'entraînement, il va jamais nous crier dessus ou nous mettre un holà en disant attention, tu fais vraiment n'importe quoi, tu vas droit dans le mur. Si à chaque fois on fait le double de la séance qui est recommandée. Ouais, puis notamment chez les jeunes, c'est vrai que c'est bien d'être dans un club pour avoir l'émulation aussi avec des personnes de son âge. Donc oui, clairement. Il y a des forces et des points faibles dans chacune des solutions. Vas-y, Greg, je t'en prie. Non, moi je voulais revenir un petit peu sur la partie plan d'entraînement dans les magazines dont on a parlé tout à l'heure, et puis maintenant plan d'entraînement via un algorithme. Si maintenant, Guillaume, il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui te dit je prépare le marathon de Paris ou je prépare le marathon de Londres ou peu importe, j'ai trouvé ce plan magnifique dans ce magazine, je vais le suivre. Toi, ta réaction et puis juste tes arguments pour lui faire passer, par exemple, à ton application ou à un plan d'entraînement plus adapté, ce serait quoi ? Alors, ma première réaction, c'est qu'il faut déjà être convaincu pleinement par la solution qu'on choisit, quel que soit le coach, le plan d'entraînement automatisé, donc via une application, ou le plan d'entraînement figé. Faut avoir une foi inébranlable au service que tu utilises, parce que ça fait aussi partie de la réussite de l'objectif, c'est croire en soi et croire au service. Et après, purement par rapport à des plans d'entraînement qui sont figés, moi les inconvénients que je vois, c'est que quand on a des plans figés sur 8 ou 12 semaines, on ne commence pas un entraînement juste 8 semaines avant une course. Ça se prépare un peu toute l'année, donc c'est bien d'avoir des séances tout au long de l'année. Et quand on a loupé une séance d'entraînement et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut la faire quand même, est-ce qu'on la décale, est-ce qu'on passe directement la semaine d'après, et c'est là où un service comme le nôtre est plus adaptatif. Et c'est surtout aussi peut-être que cette semaine je vais pouvoir m'entraîner que 2 fois, et la semaine prochaine je vais pouvoir m'entraîner 4 ou 5 fois. Et donc, ces plans-là, c'est souvent que pour 3 entraînements par semaine. Enfin, c'est pour un nombre de jours figé. Et ça s'adapte absolument pas à la vie du coureur. Et nos algorithmes permettent justement ces adaptations à tout niveau, aussi sur les allures, avec une progression s'il y a besoin d'améliorer nettement sa VMA ou nettement son endurance. Et nous, on peut aussi quantifier aussi la VMA et l'endurance du coureur et voir qu'est-ce qu'on peut travailler en priorité. Et donc ça, c'est déjà un début d'individualisation du programme, et
Et ouais, l'individualisation d'un programme, c'est absolument prioritaire quand on recherche à progresser et quand on recherche à réaliser ses objectifs. Et puis, deuxième question, tu parles de quantification. Moi, j'ai une question par rapport à une quantification extrêmement factuelle. Est-ce que vous avez des retours dans cette application du pourcentage de coureurs qui atteignent leurs objectifs après avoir suivi un plan d'entraînement que vous avez proposé ? Alors ça, c'est toujours ce qui nous fait plaisir, c'est de recevoir les messages des coureurs qui nous disent « Tiens, j'ai réussi mon objectif ». D'un point de vue purement statistique, on est à 88% de réussite. Donc que ce soit des objectifs être finisher ou un objectif chronométrique. Et c'est vrai que derrière chaque utilisateur, il y a une histoire. Et c'est vrai qu'il y a toujours aussi la possibilité pour moi d'intervenir d'un point de vue manuel quand le coureur me fait part d'un besoin en particulier. Il y a un algorithme derrière au service client, c'est moi qui réponds et ça rassure aussi vachement les utilisateurs et c'est ce qui leur fait plaisir de voir que même si c'est automatisé derrière, nous on est toujours là et pour moi c'est aussi c'est cool de pouvoir voir que derrière chaque utilisateur il y a une histoire et puis donc on essaye de les mettre en avant maintenant régulièrement tous les 15 jours pour montrer qu'il y a des personnes qui s'épanouissent aussi grâce à la course à pied. Et puis sinon, on peut apporter une petite contribution dans la vie et dans le sport de ces personnes. Et ben, on en est pleinement ravis et c'est notre moteur actuellement. C'est un taux d'atteinte de l'objectif qui est absolument phénoménal. Je veux dire, soit vos utilisateurs sont extrêmement... corrects par rapport à leurs objectifs ou alors ça veut dire qu'il y en a plein qui surpassent leurs objectifs pour masquer en fait ceux qui auraient donné des objectifs irréalisables. Par exemple, moi, mon meilleur temps sur marathon actuellement, il est aux alentours de 3h30 par là. Si je viens sur la plateforme, que je rentre mes précédents résultats de marathon dans ces eaux-là, puis que je dis maintenant, je veux courir un marathon en 2h50. Puis je le mets dans ma fiche. Donc, précédent marathon, il y a 2 ans, 3h30. Puis maintenant, je mets 2h50. Est-ce que ça me calcule un plan d'entraînement qui, on le sait très bien entre nous trois, ne tiendra jamais la route? Ou alors est-ce que ça me dit, attention, ton objectif, il est peut-être un petit peu too much, tu devrais essayer 3h25 avant de faire 2h50. Ouais, nous, ce qu'on fait, c'est en fait, on prend en compte à partir du niveau actuel que tu as, donc 3h30, on regarde si tu dis 3h15, moi j'y crois, je pense que c'est possible. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule à plus ou moins 5%. Donc, si tu es en dessus de ces 5% de progression, on va te dire oula, attention, je pense que c'est un peu ambitieux, mais j'y crois. Est-ce que tu vas avoir l'objectif? Et puis, donc en fait, on base ça sur un pourcentage. Et par exemple, 5%, si je calcule bien. Sur marathon, ça fait une progression de 10-11 minutes, quoi. Sur un marathon de 3h30, ça voudrait dire, effectivement, comme tu le disais, donc 3h20, 3h15, à la limite, ça pourrait rentrer dans le truc. Mais ça peut expliquer aussi pourquoi vous avez un taux d'atteinte de l'objectif qui est aussi élevé. Si moi je mets mon 2,50 dans le champ d'objectif puis que ça me met un message en rouge attention mon gars, mais là il y a quand même peu de chances que ça fasse le truc. Il y a plus de chances que tu finisses avec une fracture de fatigue dans le pied droit et puis avec une périostite sur le tibia gauche plutôt que d'atteindre ton objectif. Je pense que c'est déjà le début d'une bonne application, parce que si je peux mettre 2h50 puis que hop, ça me génère un plan, moi je vais avoir l'impression de quoi? Je vais avoir l'impression de tiens, mon objectif, l'application elle l'a jugé réalisable, elle m'a généré un plan et donc maintenant go. Puis après il y a une progression dans les allures. Si jamais le coureur, ça m'est arrivé il y a 10 jours, il y a un coureur qui m'a dit tiens, je crois que mon objectif il est un peu élevé, du coup après j'ai remodifié dans la base de données l'objectif pour lui donner des allures qui vont être plus progressives et qui vont plus correspondre à son niveau. Ouais. Donc ça, c'est aussi un gros différenciateur par rapport à un plan que je vais prendre dans un magazine où au début du plan, il y aura, mettez votre objectif, calculez votre VMA et puis calculez votre plan de la manière suivante, puis il y aura un calcul savant. Donc si là, moi, je mets un objectif irréaliste ou une VMA que j'ai calculé alors que j'avais le vent dans le dos puis que c'était en descente, je vais à la mort avec mon plan d'entraînement. Alors que voilà, s'il y a des garde-fous numériques déjà pour éviter ce genre de problème, ça va déjà éviter bien des désillusions à plusieurs coureurs.
Ouais, après, ce qu'on fait pas non plus, c'est calculer une progression sur semaine après semaine, de dire, bah tiens, si tu vises, je sais pas, à 3 heures, bah là, par exemple, pour ton cas, si tu es sur 3h30 et tu vises 3h20, on va pas forcément te dire, en fonction des séances que tu as réalisées, bah tiens, là, je pense que tu vas faire ça, pour les raisons que j'ai évoquées au fil du podcast sur l'analyse des datas, où tu peux avoir une séance un peu moins bien, où il y a des personnes, comme c'est le cas pour moi, qui arrivent à se transcender le jour J, et qui sont pas forcément excellentes à l'entraînement, mais qui ont des ressources mentales fortes le jour J. Et donc du coup, nous ce qu'on veut, c'est surtout pas brider le coureur. Et puis, je pense que la psychologie du sport, elle est hyper importante. Et je m'en suis rendu compte parce que moi j'ai eu 2 coachs dans ma carrière. Premier coach qui était très très bon techniquement, qui ressentait beaucoup les choses, mais d'un point de vue mental, qui peut-être me transmettait un peu son stress, ou en tout cas qui n'arrivait pas à se détacher de la partie psychologique. Et au contraire, après, le deuxième coach était bon à la fois techniquement, mais aussi sur l'aspect psychologie du sport, sur l'approche mentale. Et nous, je pense aussi, on a voulu aussi retranscrire ça dans Run Motion. C'est pour réaliser une performance, il faut être bien dans sa vie personnelle. Et s'il y a quelque chose que j'ai retenu aussi de mes 15 à 20 années de pratique, c'est l'entraînement est une chose, mais il faut rentrer aussi dans les conditions mentales pour être prêt et performer le jour J. Hermano, ça nous rappelle un épisode de la première saison, même plusieurs épisodes de la première saison. Hein. L'équilibre de vie, l'entraînement sportif et le reste de la balance dans sa vie privée, professionnelle, familiale, etc. Tout ça, c'est un tout. Et on ne peut pas exceller dans la partie sportive si à côté, ça ne va pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis, de toute façon, sans dévoiler tout le programme de la saison 2, on s'est aussi planifié des épisodes sur la préparation mentale, sur l'entraînement invisible, sur le sommeil. C'est des thèmes... En dehors d'être, je trouve, très à la mode en ce moment, quand on écoute des podcasts sportifs ou quand on lit un petit peu les publications récentes, les blogs et autres, ce sont des thèmes qui ressortent souvent, mais finalement, je ne pense pas qu'ils soient à la mode maintenant. Ils ont toujours été très présents, peut-être moins mis en avant, mais comme tu le dis, il y a des coachs qui travaillaient plus sur la partie technique, d'autres sur la partie aussi préparation mentale, bien-être de l'athlète et autres. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que ce sont des éléments qui, à mon avis, sont indissociables de la performance sportive. Que l'on parle de la performance en termes de monter sur un podium ou même la simple performance qui serait d'être finisher ou de réaliser un objectif qu'on s'est fixé d'un point de vue sportif. Messieurs, on avance déjà pas mal sur le planning et je pense qu'on a largement dépassé l'heure d'enregistrement. Juste avant de vous redonner le micro pour peut-être conclure sur cet épisode, je voudrais vous donner 2 anecdotes et puis vous poser une dernière question. Les 2 anecdotes, c'est pour faire écho à ce que tu disais, Greg, tout à l'heure. J'ai effectivement vécu dans ma entre guillemets carrière sportive d'être entraîné par un coach et puis à cette époque-là j'étais pas forcément très en ligne d'un point de vue mental sur mes objectifs et au bout de quelques semaines il m'a dit clairement écoute là si tu continues comme ça moi je peux pas continuer à t'entraîner, tu vas dans le mur, tu fais n'importe quoi, tu suis pas ce que je te dis. Donc je dirais que là c'était le bon côté du coach physique et puis la deuxième anecdote elle est assez récente, je l'ai dit, je veux revenir sur le triathlon et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une proposition pour un site américain qui proposait de nous entraîner et de faire partie des happy few à être entraînés. Je ne redonnerai pas forcément le nom, c'est pas forcément l'objectif dans ce podcast. Et donc je me suis dit, quitte à tester, adoptons la technique de Greg, on va s'inscrire et puis on va essayer. Donc je me suis inscrit, j'ai renseigné mes données, j'ai connecté ma montre et puis j'ai dit que j'avais à l'heure actuelle 6 heures d'entraînement par semaine de tel à tel créneau et que mon objectif c'était un Half Ironman cette année et un Ironman l'année prochaine. Et les premiers plans que j'ai reçus me proposaient 20 heures d'entraînement par semaine avec 3 séances par jour. Donc, je pense que là, l'aspect entraînement proposé par un algorithme, on était complètement à côté. Alors, soit l'algorithme était complètement à côté, ou alors il faut que tu nous révèles exactement ce que tu as mis comme données à l'entrée et comme objectif. Parce que si l'objectif c'était d'aller battre Jan Frodeno dans 2 ans sur l'Ironman d'Hawaï, à la limite, le plan d'entraînement s'explique. Ouais, au niveau des données, j'étais totalement transparent. Et du coup, ces 2 anecdotes m'amènent à la question finale que je voudrais vous poser, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter. C'est plutôt une question pour Greg. Greg, du coup, est-ce que tu es convaincu, algorithme ou pas algorithme dans l'entraînement ?
Écoute, moi je suis convaincu jusqu'à un certain niveau, et je pense que comme je le dis et je le répète, un athlète qui est débutant ou qui cherche à progresser et qui a encore une grande marge de progression va trouver dans des plans d'entraînement gérés par des algorithmes une source de progression qui sera assez importante. Et l'athlète qui débute et qui dit maintenant je veux terminer un 10 km, je veux terminer un semi, je veux terminer un marathon, et qui va suivre un plan d'entraînement défini par un algorithme, je pense qu'il a toutes les chances d'arriver à son objectif. Et pareil pour le sportif qui se dit maintenant j'aimerais faire X% de mieux, pour autant que ce soit raisonnablement calculé, la course de l'année prochaine, etc. Mais je pense qu'il arrive un moment où on arrive à un plateau, et puis où l'humain ne se retrouve pas dans les données de masse. Et Guillaume nous parlait de l'accumulation de données de milliers de coureurs, de millions de coureurs, de milliards de séances de course à pied qui ont été téléchargées dans le big data et analysées pour générer ces algorithmes. Maintenant, on sait que chaque humain est différent et fonctionne de manière différente. En course à pied, on a des fibres rapides, on a des fibres lentes. Il y a des coureurs qui auront plus besoin de travailler sur l'endurance alors qu'ils auront l'explosivité. D'autres, ce sera l'inverse. Et toutes ces petites nuances, les algorithmes, ils les ont pas encore. Et je pense que là, quand on parlait de mes propres performances sur marathon, admettons que de 3,30 j'arrive à courir 3,20, puis après avec un autre entraînement basé sur un algorithme, j'arrive à passer à 3,10. Peut-être qu'à 3,08 plus aucun algorithme ne pourra rien faire pour moi, parce que je suis bâti plutôt comme un nageur que comme un coureur à pied, et puis que j'ai des fibres lentes mais pas assez de fibres rapides, etc. Et puis ça, il y a finalement que l'œil d'un coach qui va me dire maintenant, pour préparer ton marathon, tu dois faire des séances hyper spécifiques pour ça, pour aller gagner ce dernier petit pourcent ici ou ça, ou modifier ta position en course à pied. Et ça, il n'y a aucun algorithme qui va te dire aujourd'hui, tu cours trop sur l'arrière, tu cours trop sur l'avant, ton équilibre ton centre de gravité est trop bas, trop haut. Il n'y a pas d'algorithme dans un smartphone qui va te dire ça. Donc je pense que ces derniers pourcents, pas de miracle, il faudra aller les chercher avec un coach. Est-ce que ça répond à ta question, Hermano ? Oui, ça répond tout à fait à mes questions. Maintenant, on va proposer la contradictoire à Guillaume. Guillaume, toi, forcément, tu es convaincu par l'algorithme. D'ailleurs, je note que tu nous as dit que tu avais eu 2 coachs dans ta carrière. Moi, je dirais que tu en as eu 3, puisque tu nous dis que tu utilises Run Motion Coach. Mais bon, ça, c'est... Donc toi, en gros, ok, tu es convaincu par l'algorithme, mais est-ce que tu nuancerais quand même ton propos ? Ce que parle Grégory, on rentre dans l'optimisation des derniers pourcents de la performance sur l'aspect même scientifique. Moi, je me rends compte, j'étais en équipe de France sur 1500 mètres. Finalement, l'entraînement, en tout cas en athlétisme, ça reste encore très de manière empirique. Il n'y a pas forcément d'outils scientifiques qui sont utilisés. Certaines fédérations sont plus en avance que d'autres. Certains sports comme le triathlon, le cyclisme, sont de plus en plus équipés pour mesurer certaines informations. Donc moi, je pense moi j'ai préparé par exemple le marathon de New York avec l'application Run Motion, et je pense qu'on peut quand même faire de très belles choses avec des algorithmes, avec des applications comme la nôtre, où c'est peut-être pas forcément on pourra pas forcément concurrencer certains coachs, quoique certains coachs physiques n'ont pas forcément tous les diplômes ou tous la compétence derrière. Et je pense que derrière le métier de coach, il y a aussi beaucoup de qualités diverses. Et donc pareil aussi dans les algorithmes, il y a aussi sur d'autres applications, les algorithmes ne seront pas aussi poussés. La passion derrière des personnes qui créent ce genre d'algorithmes ne sont pas les mêmes. Et donc je pense qu'on a tous des valeurs qui sont... on souhaite tous que nos utilisateurs ou nos athlètes, quand on est des coachs physiques, réussissent. Et on adresse tout ça de manière un peu différente, mais je pense que l'objectif reste le même. Et en tout cas, nous, on est focalisé sur l'expérience utilisateur. C'est pas uniquement l'entraînement, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour qui fait que nos coureurs nous donnent de bons retours et sont enthousiasmés par
par nos différents retours, par rapport à notre service. Ouais, je complète juste la réponse qui est magnifique et qui, on n'en a pas parlé, mais Guillaume l'a dit pendant l'épisode, il faut être convaincu par la méthode qu'on utilise. Et je pense qu'il a tout à fait raison en disant qu'il y a de tout sur le marché, des entraîneurs sportifs qui fleurissent maintenant. Il suffit d'ouvrir une page Facebook, de s'autoproclamer coach, et puis il y a des gens qui vont venir vers vous, perdus, comment je dois faire pour m'améliorer dans n'importe quel sport. C'est pas gage de qualité que le coach est certifié, qui va savoir comment faire. Donc il faut vraiment être convaincu par son plan d'entraînement, qu'il soit généré par un algorithme ou qu'il soit géré par un coach physique, parce que si on n'a pas confiance, c'est sûr que ça va droit dans le mur, quoi. Et donc un mauvais coach sera toujours plus mauvais qu'un bon algorithme. Un bon algorithme sera toujours meilleur qu'un mauvais algorithme. Enfin voilà, on se comprend. Messieurs, je trouve que vous nous avez offert une très belle conclusion. Est-ce qu'il y a des points que l'on n'avait pas forcément abordés, que vous souhaitez absolument mettre en avant ce soir, ou on passe définitivement à la conclusion de cet épisode ? Moi, j'aimerais rappeler deux choses. C'est que les coureurs à pied qui utilisent une montre avec cardio optique au poignet ne doivent pas l'utiliser. Ils doivent utiliser une ceinture de fréquence cardiaque, même si c'est pas confortable, même si à la fin de 42 km ça gratte, même si ça sert à rien d'utiliser les capteurs optiques qu'il y a dans les montres. Je les teste depuis bientôt 10 ans. Ça fait 10 ans que je dis que les résultats sont de loin pas suffisants pour être utilisés pour mesurer une progression sportive. Donc c'est un petit rappel qui est toujours utile. Et ça c'était la première chose. Tu as dit que tu avais deux choses à dire. Oui, ça c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que peu importe l'entraînement sportif qu'on fait, c'est de toujours garder cette passion et ce plaisir de pratiquer la course. Et puis s'il y a un plan d'entraînement qui nous dit d'aller sortir 25 km et puis qu'on n'a pas envie, puis que tout d'un coup le plan il devient rébarbatif et puis que ça nous casse notre motivation à faire du sport, qu'il soit généré par un coach ou par un algorithme, il faut vraiment garder cette notion qu'on n'est pas des sportifs professionnels, enfin en tout cas entre nous trois et la plupart des auditeurs du podcast, et ça doit rester une source de plaisir, et quand il n'y a plus de plaisir, ça va droit à la catastrophe aussi. Je rejoins pleinement la conclusion de Grégory sur la course à pied, ça doit rester une passion. Je pense qu'un des succès de la course à pied, c'est aussi par le fait que c'est un objectif qui est propre à chacun. C'est un objectif presque intime. Chacun a son propre rapport avec la course à pied, avec le sport, et quels que soient les outils qu'on utilise tout à l'heure, que ce soit la montre GPS, que ce soit le coach, que ce soit tout l'environnement qu'il y a autour du sport, il faut garder en tête que c'est pour s'épanouir, c'est pour se dépasser. Chacun a une bonne raison de courir. Et il faut garder cette joie de courir à chaque instant, et on passe tous par différentes phases. La course à pied, c'est simplement le reflet de la vie, et donc voilà, faut essayer de prendre ça avec le plus de détachement possible. Messieurs, merci beaucoup pour cet épisode. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer avec vous. J'espère que nos auditeurs en prendront tout autant. En tout cas, chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis jusque-là. Je crois que c'est un des épisodes les plus longs qu'on ait fait, hein, Greg. En tout cas, au niveau de l'enregistrement, après, on va pas se fixer de limite parce qu'on va pas se fixer de limite. Voilà, c'était un très bel échange, riche, avec beaucoup d'informations. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, si vous êtes encore là, c'est que vous avez très certainement apprécié cet épisode. Si j'avais deux choses à vous demander, la première, c'est de nous faire un petit retour. Vous allez sur podcast.nakan.ch, il y a un gros bouton « Nous laisser un message ». Vous pouvez nous laisser un message par Telegram, par WhatsApp, nous envoyer un mail. Vous faites comme vous voulez. Les signaux de fumée, on a encore un petit peu du mal à décrypter, surtout entre la Suisse et le Luxembourg, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé, que vous ayez aimé ou pas. Si vous n'avez pas aimé, ça va nous permettre de nous améliorer. Et puis, si vous avez apprécié, direction Apple Podcast, vous nous laissez une note, de préférence 5 étoiles. C'est quand même mieux pour qu'on se fasse connaître. Messieurs, merci encore pour cet épisode. En tout cas, je vous remercie, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, et je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao. Ciao, merci à vous deux. Merci, puis bonne réalisation d'objectifs à chacun.